Quelques et principaux titres de ce journal. Industrie extractive, Bamako abrite un colloque international stratégique. Les détails avec Maria Wakili. Très heureuse de vous retrouver sur les antennes de Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 18h. Le Conseil supérieur des IMCAD et alliés a été reçu par le guide spirituel des Ansar à travers une délégation conduite par le vice-président du Conseil, non moins ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration du Mali à son domicile au quartier Bankoni-Dianginebougou, commune 1 du district de Bamako. Cette visite s'inscrit dans la logique d'une reconnaissance pour saluer les efforts du guide spirituel des Ansar en faveur du Conseil supérieur des IMCAD et alliés. Au cours de la visite, un tableau de mérite a été décerné au guide spirituel des Ansar en guise de respect et de reconnaissance. Le Conseil supérieur des IMCAD et alliés était venu également pour solliciter des conseils et bénédictions. Voyons ensemble. Nous sommes ici venus voir Krambo Haidara, qui n'est pas à notre première rencontre. C'est plusieurs rencontres. Donc chaque fois qu'il y avait des soucis, on était venu voir Krambo, il nous a donné des conseils, il nous a beaucoup aidé. Krambo a fait beaucoup de combats pour nous, Gamou et moi, et les CCA et les Gati avant. Donc quand quelqu'un vous aide, il ne faut pas à chaque fois lui amener des problèmes, même quand ça va, il faut venir le voir. Donc on est venu le voir ce soir en tant que notre grand frère, notre Krambo et notre supporter pour le saluer et puis lui faire des bénédictions et lui donner un tableau en témoignage de notre vraiment confiance et notre respect pour lui. Revenons-en au titre de ce journal. Le colloque international sur l'industrie extractive s'est ouvert ce mardi 24 mars 2026 au Centre international de conférence de Bamako. Placé sous le haut patronage du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, et présidé par le représentant du ministre des Mines. L'événement réunit experts, universitaires et décideurs autour des enjeux du secteur dans l'espace AES. Reportage signé Maria Wakebe et Ibrahim Koulibaly. Bamako devient pendant 3 jours la capitale de la réflexion sur l'industrie extractive. La problématique du capital humain pour l'industrie extractive et la souveraineté énergétique dans la zone AES, c'est le thème central de ce colloque international initié par l'université privée Ahmed Baba. Du 24 au 26 mars, chercheurs, universitaires, étudiants et experts venus des pays de l'Alliance des États du Sahel et d'ailleurs échangent leur expérience avec également la participation d'une délégation russe en ligne. Pour les organisateurs, le choix du thème n'est pas fortuit. Il répond aux immenses potentialités minières et énergétiques dont regorge l'espace AES. Le colloque qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique historique et stratégique. Il porte sur une question fondamentale pour nos États et nos peuples. Il s'agit de la problématique du capital humain, comme je viens de l'annoncer, pour l'industrie extractive, ainsi que la souveraineté énergétique dans la zone de l'Alliance. Ce thème n'est pas anodin, celle de la nécessité de transformer nos ressources naturelles en véritables leviers de développement durable, de souveraineté économique et de dignité pour nos populations. Au cœur de cette problématique se trouve donc une question fondamentale, celle du capital humain. Au-delà de la question minière, notre réflexion s'inscrit également dans un enjeu tout aussi structurant. Il s'agit de la souveraineté énergétique. C'est dans cette perspective que ce colloque a été conçu. Il vise à dresser un état des lieux des offres de formation dans les domaines miniers, pétroliers, gaziers et énergétiques. Le président de l'université privée Ahmed Baba souligne l'importance de cette rencontre scientifique, une première du genre, tout en mettant l'accent sur la formation dans les domaines innovants liés au secteur minier. La vie, c'est les étapes. C'est pourquoi j'ai dit, à partir de cette année, à partir de cet instant-là, Ahmed Baba ouvre une nouvelle page dans le monde de la recherche.
parce que il y avait un problème qui était là. Nous pensons aujourd'hui avoir apporté notre contribution vraiment à ce que les enfants, les Maliens, aussi bien que les étrangers qui nous font confiance, puissent, comment dirais-je, avoir des compétences et remplacer progressivement les expatriés qui sont dans nos mines et qui viennent travailler dans nos pays. Nous avons attendu ce temps pour lancer, parce qu'aujourd'hui aussi, comme je le dis, nous sommes heureux de savoir que le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui a décrété l'année 2026 année de l'éducation et année de la culture. Et ça, c'est une aubaine pour nous. Au nom du ministre des Mines, son représentant salue l'initiative et rappelle les réformes engagées par les autorités pour une meilleure gouvernance du secteur extractif. C'est un colloque important parce qu'il parle de capital humain, il parle de la formation de nos jeunes, il parle de la formation de nos cadres. Et aujourd'hui, comme vous le savez, notre pays a pris beaucoup de dispositions pour que nous puissions être à la hauteur des défis du secteur minier. Et pour être à la hauteur des défis de ce secteur-là, il faudrait avoir un personnel qualifié. Et donc, parler dans ce colloque, venir à ce colloque, assister, rencontrer les experts, c'est s'outiller nous-mêmes en tant qu'État, nous-mêmes en tant que décideurs, d'un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre effectivement demain de voir comment est-ce qu'on peut mettre en capacitation les jeunes du Mali, les jeunes du Niger, les jeunes du Burkina, parce que je dois le rappeler, le colloque couvre la dimension AES, pas seulement le Mali, la dimension AES. C'est un gros défi porté par le chef de l'État lui-même, le général d'armée Assimi Goïta, et donc les réformes, tout le monde l'a suivi. Il y a eu le code minier, il y a eu la loi sur le contenu local. Vous savez, depuis longtemps, dans ce secteur, la question de l'environnement est peinée. Il y a un certain nombre d'exploitants illégaux qui travaillent dans le secteur des mines, et donc la brigade spéciale va être à la pointe de la lutte contre toutes les malversations, contre tout ce qui va être infraction à la loi minière. À côté de ça, on vient de créer l'Office malien des substances précieuses. Ça, c'est vraiment des questions en lien avec la commercialisation de l'or, donc l'or de l'artisanat minier. Et donc, toutes ces réformes-là, ce sont des structures nouvelles que nous créons pour permettre à l'État du Mali d'être vraiment à la pointe des industries. Durant ces assises, 8 axes majeurs seront développés par des experts de haut niveau. Les travaux devront déboucher sur des recommandations destinées aux autorités en charge des mines. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'exécution de l'hymne national du Mali et celui de l'AES, suivi d'une minute de silence en mémoire des collaborateurs disparus de l'université. Direction dans le cercle de Kéniéba où l'Association des jeunes premiers du Mali a organisé ce samedi 21 mars 2026 une cérémonie de remise des trophées et médailles à l'Académie d'enseignement de Kéniéba. Une initiative qui vise à récompenser et valoriser les acteurs engagés dans le développement local. Compte rendu, Penda Kone et Noumou Kone. Cette cérémonie de décoration a débuté dans une atmosphère solennelle avec l'exécution de l'hymne national du Mali, marquant ainsi l'importance accordée à cet événement. Initié par l'AJPM, Association des jeunes premiers du Mali, l'activité s'inscrit dans une dynamique de valorisation des acteurs locaux qui contribuent au développement de la communauté. Parmi les personnalités distinguées figure notamment le chef de service de promotion de la femme, de l'enfant et de la famille Kéniéba, la présidente de la CAFO et le préfet sortant de Kéniéba, reconnus pour leur engagement en faveur des couches sociales. Vraiment, je suis vraiment content ce matin par rapport à la distinction faite par l'association des jeunes premiers du Mali. Vraiment, je suis vraiment content. J'ai un sentiment de joie, de gloire par rapport aux efforts fournis dans le cercle de Kéniéba, notamment dans la protection et la promotion des enfants et des femmes dans le cercle de Kéniéba. Bon, c'est une surprise pour moi, parce que moi je ne peux pas comprendre qu'une association de ce genre, d'envergure nationale, qui m'a distingué à travers mes activités menées sur le terrain pour pouvoir me discerner cette attestation de reconnaissance et les trophées. Vraiment, je suis vraiment content et je remercie l'association des jeunes premiers du Mali. Sentiment de joie et de fierté qu'on venait de recevoir ces distinctions au nom du chef de service de la promotion des femmes, des enfants et de la famille, M. Mamadou Konaté. Ce trophée est dédié à tout l'ensemble de la population de Kéniéba, car Konaté est ici à Kéniéba, c'est pour toute la population. Depuis qu'il est venu, il a vraiment mouillé le maillot pour qu'ensemble, Kéniéba, on peut vraiment développer. Au cours de la cérémonie, des médailles et des trophées ont été remis à des hommes et des femmes reconnus pour leur engagement et leur contribution au développement de Kéniéba. Nous cherchons les bâtisseurs de ce pays,
les gens de bonne volonté qui se soucient du développement personnel de ce pays. Alors aujourd'hui nous sommes à Kenyeba et pour décorer les chefs de service de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et quand je dis ça, c'est dans tout son sens. Monsieur Mamadou Konaté mérite tous ces trophées et ces tableaux qui lui ont été octroyés. Mamadou est un bâtisseur, les femmes ont eu à le dire tantôt. Et quand il est venu ici à Kenyeba pour faire ce travail, alors les enfants ont eu leurs droits, ils sont tous rentrés dans leurs droits, y compris les femmes. Parce qu'on a entendu la présidente de CAFO qui a témoigné, qui dit vraiment, elles n'ont pas su le vrai sens de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille que lorsqu'est arrivé M. Mamadou Konaté. Alors une personne qui travaille dans ce sens, qui éduque les gens, qui fait des formations, qui a créé le Parlement des enfants ici à Kenyeba, franchement on ne peut que le décorer pour lui montrer et lui demander de faire encore beaucoup plus. À travers cette initiative, les organisateurs entendent encourager l'excellence et susciter davantage d'engagement au sein de la communauté. Une cérémonie qui aura non seulement célébré le mérite, mais aussi renforcé la motivation des acteurs locaux et poursuivre leur action au service du développement de Kenyeba. La cérémonie a été agrémentée par des prestations artistiques. Place à l'actualité hors de nos frontières, commentée par Al-Amidou Badini. À l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, le principal parti d'opposition, les démocrates, a choisi de ne soutenir aucun candidat. Réuni en Conseil national à Cotonou de dimanche à lundi à l'aube, la formation politique a acté une position de neutralité, invoquant la conjoncture politique et les conditions d'organisation du scrutin. Exclu de la course faute d'avoir réuni les parrainages requis, le parti se trouve en marge d'un duel opposant Romuald Wadani, ministre des Finances, et dauphin désigné du président sortant Patrice Talon, à Paul Oungpé, candidat des forces Kori pour un Bénin émergent. Malgré les sollicitations de la part de ces derniers, aucun ralliement n'a été acté. Dans sa résolution, les démocrates appellent le futur chef de l'État à gouverner dans un esprit inclusif afin que chaque citoyen se sente concerné, écouté et pleinement impliqué dans la construction nationale. Affaibli par la perte de ses 28 sièges au Parlement, le parti entend néanmoins se projeter vers les échéances futures. Trois semaines après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, dont les répercussions secouent les marchés énergétiques mondiaux, la raffinerie Dangote, fleuron industriel nigérian, a annoncé le lancement de ses exportations de carburant vers plusieurs pays africains. Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues sur les circuits d'approvisionnement, notamment via le détroit stratégique d'Ormuz perturbé par le conflit. Dans un communiqué publié dimanche, le groupe fondé par l'homme d'affaires Aliko Dangote a indiqué avoir écoulé 12 cargaisons, représentant un total de 456 000 tonnes de produits pétroliers. Ces livraisons ont été destinées à plusieurs économies africaines, dont la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Tanzanie, le Ghana et le Togo. Implantée à l'est de Lagos, capitale économique du Nigeria, cette infrastructure dispose d'une capacité de raffinage de 650 000 barils par jour. Un niveau de production qui lui permet désormais non seulement de couvrir la demande intérieure du pays, mais aussi de générer des excédents exportables. La raffinerie Dangote devrait contribuer à renforcer la sécurité énergétique en Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre, souligne le groupe.
La Namibie a rejeté la demande de licence déposée par Starlink, le service d'accès à Internet par satellite du milliardaire Elon Musk, infligeant ainsi à l'entreprise un second revers en Afrique australe après l'Afrique du Sud. Dans une publication officielle, l'autorité de régulation des communications en Namibie a indiqué que la requête avait été soumise par la filiale locale Starlink Internet Service Limited. Sans détailler les motifs précis de sa décision, le régulateur s'est contenté de préciser que les raisons complètes peuvent être demandées auprès de l'autorité. Toutefois, le communiqué souligne un élément notable: la filiale namibienne ne comporte aucune participation locale. Un point susceptible d'avoir pesé dans l'évaluation du dossier à l'heure où plusieurs pays de la région renforcent leurs exigences en matière d'ancrage national et de redistribution économique. Starlink, entreprise américaine spécialisée dans l'Internet à haut débit via une constellation de satellites en orbite basse, met en avant sa capacité à connecter les zones reculées. Dans un revirement inattendu, Donald Trump a affirmé que les États-Unis étaient en pourparlers avec un dirigeant iranien de premier plan et respecté, et que l'Iran souhaitait conclure un accord pour mettre fin à la guerre. Le président américain a également prolongé de 5 jours le délai donné à Téhéran pour ouvrir le stratégique détroit d'Ormuz, menaçant dans le même temps de frapper ses centrales électriques en cas de non-respect. Ce geste, perçu comme une ouverture à la désescalade, a immédiatement fait chuter les prix du pétrole d'environ 10% après plusieurs semaines de flambée dues aux frappes américaines et israéliennes contre l'Iran et aux ripostes de Téhéran. Cependant, les autorités iraniennes ont démenti toute négociation, évoquant un recul américain suite à l'avertissement ferme de l'Iran. La controverse a jeté une incertitude sur les marchés de l'énergie, déjà bouleversés par l'interruption des exportations du Golfe et la paralysie partielle du détroit d'Ormuz, par lequel transitent environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux. Si les propos de Donald Trump ont temporairement rassuré les investisseurs, la situation reste incertaine et la volatilité des marchés pétroliers témoigne de l'enjeu crucial pour l'économie mondiale et pour l'opinion publique américaine à quelques mois des élections de mi-mandat. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.